Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes maintenant rendus au module 28, les agents pathogènes et les zoonoses. Eh bien, qu'est-ce qu'un agent pathogène et qu'est-ce qu'une zoonose? Nous allons le définir tout ça. Mais retenez que finalement, c'est des petites affaires qui peuvent vous rentrer à l'intérieur et faire éventuellement des petits dommages ou des très gros dommages. Et mais on va peut-être un peu moins vulgariser ça. Et de ce pas, je vais me mettre en mode note de cours et on va lire qu'est-ce qui est écrit dans votre cahier. Alors, agents pathogènes et zoonoses. Il est important de toujours être vigilant et de se protéger soi-même car les animaux peuvent nous transmettre certaines maladies. OK. Pour que vous contractiez une maladie, il faut d'abord qu'elle soit introduite dans votre organisme grâce aux agents pathogènes, soit les virus, bactéries, fungus, les protozoaires et les parasites. On peut se contaminer par contact direct, indirect, par voie aérienne, quand éternuement, quand on tousse, ou par transmission vectorielle. Qu'est-ce qu'une transmission vectorielle? Le plus fréquemment illustré, c'est le fameux maringouin qui pique et qui va aller piquer ailleurs. Donc, c'est ce qu'on pourrait considérer comme une transmission vectorielle. Et des contacts directs, ben, c'est en touchant, en mettant le doigt directement dedans ou en mettant son doigt dans sa bouche. Puis les contacts indirects, ben, c'est une paire de ciseaux qui a touché à du sang. Et puis là, après ça, nous, on touche cette paire de ciseaux-là. Ou quelqu'un qui a toussé sur une surface, nous, on touche à cette surface-là. Puis après ça, on met la main dans notre bouche. Voilà, c'est très d'actualité tout ça parce que la vidéo est enregistrée pendant la quarantaine de la COVID-19. Donc voilà, c'est très, très de circonstance. Alors, les types d'agents pathogènes, quels sont-ils? Alors, un virus est un agent pathogène qui dépend d'un autre organisme pour vivre et se reproduire naturellement. Une bactérie, c'est un micro-organisme unicellulaire qui peut causer des infections. Un fungus est un champignon et un champignon est un organisme monocellulaire ou multicellulaire. Un protozoaire, c'est un organisme monocellulaire pouvant se développer seulement lorsqu'il est dans un organisme hôte. Okay? Donc, il doit être dans un organisme. Et un parasite est un ver vivant dans un organisme, que ce soit un animal ou un humain, qui tire sa nourriture de son hôte. Donc, lui aussi doit être à l'intérieur d'un organisme pour pouvoir manger. Bon, c'est un peu complexe tout ça, mais vous allez comprendre où est-ce qu'on veut en venir avec ça. À 28.2, on parle des défenses de l'organisme, que ce soit chez les animaux ou chez les humains. Il y a des défenses qui sont mises en place. Évidemment, l'organisme est bien fait. Grâce à ses millions de globules blancs, il assure sa propre protection contre les infections. Les globules blancs, c'est dans le sang, et c'est ce qui assure la propre protection contre les infections. Le système immunitaire, s'il est diminué pour une raison ou pour une autre, ne peut pas être suffisant pour combattre les infections. Dès que le globule blanc de l'organisme repère un agent pathogène, l'agent pathogène, ça peut être un virus, une bactérie, etc., il entoure et libère des anticorps qui vont combattre l'infection. Mais avant d'atteindre le système immunitaire, les agents pathogènes doivent se battre contre une barrière de taille, la peau. Ça veut dire quoi? Bon, je vais juste terminer ça. Pour contracter une infection, il faut 4 conditions réunies. Lorsque l'une de ces 4 conditions est absente, il ne peut pas y avoir d'infection. C'est pourquoi il faut comprendre ce qu'on appelle le puzzle de la contamination. Mais revenons légèrement en arrière quand j'ai dit qu'avant d'atteindre le système immunitaire, les agents pathogènes doivent combattre une barrière de taille et on a nommé la peau. Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'un agent pathogène qui se dépose sur notre main n'est pas une menace en tant que telle, parce qu'il n'est pas à l'intérieur de nous, il est sur nous. Alors c'est bien sûr qu'après ça, si je vais porter la main à ma bouche, et là il peut rentrer dans mes yeux,
il peut rentrer. Dans mon nez, il peut rentrer. OK? C'est pour ça que c'est des portes d'entrée, ça. OK? Si vous vous rongez les ongles, un peu comme moi, et que vous avez des petits coins en sang, ben, c'est des portes d'entrée, ça. OK? Éventuellement, les agents pathogènes peuvent s'infiltrer par là. Qu'est-ce que c'est le fameux puzzle de la contamination? Eh bien là, ça c'est très important à comprendre, à un point tel que je crois que je vais vous faire un petit dessin au tableau. Alors, vous avez tous déjà vu un puzzle qui est fait, celui-ci a 4 morceaux. Alors, il est fait comme ça, et comme ça. Donc, ça, c'est... Ah, vous voyez pas grand-chose, hein? Je pense que je vais doubler la mise. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Peut-être même utiliser une couleur plus... Voilà. Donc, c'est le fun, hein, me regarder dessiner de dos. Bon. Est-ce que ça a de l'allure, ça? Ouais. Puis en même temps, je vais me mettre en mode plein écran. Ça va déjà vous aider un peu plus. Si je peux finir par trouver mon curseur. Voilà. Bon. Alors ça, c'est le puzzle de contamination. C'est là que ça devient important de comprendre l'importance de se protéger. Alors, hashtag on se protège, ça s'applique aussi à ça. Le premier morceau en haut, ok, on va le mettre, on va éventuellement le mettre d'une couleur différente. On va se poser la question suivante. L'agent pathogène. Alors, chaque morceau, c'est l'agent pathogène lui-même, c'est un morceau. Donc, qu'est-ce que c'est l'agent pathogène? C'est le virus, c'est la COVID-19, c'est la grippe, c'est un rhume, c'est n'importe quoi, c'est une bactérie, un protozoaire, un ver du cœur. C'est ça l'agent pathogène. Donc, toutes ces bébites-là, micro-bébites-là, vont représenter un morceau de puzzle. Ensuite, la réceptivité. Qu'est-ce que ça veut dire, la réceptivité? Ça veut dire, est-ce que moi, en tant qu'humain, ok, ou est-ce que eux, en tant qu'animaux, peuvent attraper ça? Le meilleur exemple, c'est le sida félin. Est-ce qu'un humain peut attraper le sida? Oui, mais est-ce qu'il peut attraper le sida félin? Non. Fait qu'à ce moment-là, on n'est pas réceptif à ça. Donc, ça devient pas dangereux. Pour nous. Mais attendez, j'ai pas fini là. Le troisième morceau de puzzle, c'est la quantité. Alors, quelle est la quantité qu'on a de besoin pour être infecté? OK? Et que, finalement, notre système immunitaire ne sera pas capable de passer par-dessus. OK? Alors ça, c'est la quantité. Et le quatrième point, et non le moindre, c'est le point d'entrée. OK? Donc, la bouche, le nez, les yeux, les muqueuses, les ongles rongés, ça, c'est des points d'entrée. Pour qu'il y ait contamination, pour que l'organisme, autant humain qu'animal, soit contaminé, le puzzle doit être assemblé. S'il manque ne serait-ce qu'un morceau de puzzle, il ne peut pas y avoir contamination. J'espère que vous avez bien compris. Et je m'explique. L'agent pathogène. Est-ce que, en regardant ce crayon, je suis capable d'identifier si oui ou non il y a un agent pathogène dessus? Est-ce que si je liche ce crayon-là, je vais attraper quelque chose? Oui, non, je ne sais pas. Bien, la réponse c'est je ne sais pas. Je ne sais pas si sur ce crayon-là, il y a un agent pathogène qui peut éventuellement me contaminer.
Alors, si je ne sais pas s'il y a un agent pathogène, si je ne suis pas capable de voir les agents pathogènes, et je ne pense pas que vous soyez capable de voir les agents pathogènes à la maison, alors vous ne pouvez pas enlever ce morceau de puzzle-là. Donc, malheureusement, ce morceau-là doit rester. Parce que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir vous assurer si oui ou non il y a un agent pathogène. Alors, à partir de là, on va prendre pour acquis qu'il y en a un. OK? Donc, on prend pour acquis qu'il y en a un. On ne commencera pas à licher ce crayon-là. On ne sait pas s'il y en a un dessus. On ne sait pas s'il y a la COVID-19 sur ce crayon-là. Donc, on prend pour acquis qu'il l'a. Fait qu'à partir de là, on n'a pas le contrôle sur ça. On va garder ce morceau-là de la contamination probable, possible. Donc, on le garde. Ensuite, la réceptivité. Ben, si je ne sais pas s'il y a quelque chose ou pas sur ce crayon-là, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas si je suis réceptif. Donc, ça peut arriver que ce qu'il y a là-dessus, je sois réceptif, autant moi que l'animal. Donc, dans le doute, je vais dire que malheureusement, je ne peux pas enlever ce morceau de puzzle-là. Donc, ce morceau de puzzle-là doit rester parce qu'il peut y avoir quelque chose là-dessus et de surcroît, il peut y avoir quelque chose que je peux pogner. Donc, on ne veut pas ça. Alors, on ne peut pas savoir si oui ou non il y a un agent pathogène et on ne peut pas savoir si oui ou non je peux le pogner. Donc, on va laisser ces morceaux-là parce que dans le doute, on les garde. Ensuite, la quantité. Ben, si je ne sais pas si oui ou non il y a quelque chose là-dessus et que je ne sais pas si je suis réceptif, est-ce que je peux savoir la quantité que j'aurais besoin pour que mon système... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça ne vaut même pas la peine de poser la question. Je ne le sais pas. Alors, en ne le sachant pas, Yonosé, on va garder ça peinturé parce que ces trois morceaux-là, malheureusement, je n'ai pas le contrôle dessus, alors je vais les laisser là. Le point d'entrée. Alors ça, s'il y a bien une affaire sur laquelle vous avez le contrôle, c'est ça. OK? Si vous portez un masque, des lunettes de protection, OK, et un masque là, qui couvre le nez, là, et des lunettes de protection, et que vous portez des gants, il n'y en a pas de point d'entrée. À moins que vous touchiez l'agent pathogène, que vous retiriez votre masque et que vous vous mettez le gant dans la bouche, là, il y aurait contamination. Mais si vous enlevez les points d'entrée, vous créez une barrière pour empêcher les agents pathogènes de rentrer, que ce soit par vos yeux, que ce soit par votre nez ou votre bouche, et que ce soit par vos doigts, vos mains, ben à ce moment-là, c'est la seule chose sur laquelle vous pouvez avoir un contrôle. Vous pouvez éliminer les points d'entrée. Alors, si vous avez un contrôle dessus, vous pouvez l'enlever, ce morceau-là. Alors, les points d'entrée, si on prend les mesures nécessaires pour pouvoir avoir le contrôle de la situation, je peux enlever ce morceau de puzzle-là. C'est le seul morceau de puzzle que je peux enlever. Alors, je vais m'arranger pour l'enlever, justement. Et si le puzzle n'est pas complet, il ne peut pas y avoir de contamination. Alors, c'est ça le puzzle de la contamination. Vous pouvez malheureusement pas avoir de contrôle sur celui-là ou sur celui-là. Par contre, le point d'entrée, vous pouvez avoir le contrôle dessus. Ben, c'est ça. C'est comme ça que je peux vulgariser ça le mieux possible, le fameux puzzle de la contamination. Maintenant, les modes de transmission.
Hein, parce que si on veut se protéger, on veut savoir par où ça peut rentrer. Alors, par contact direct, donc quand on rentre directement en contact avec le fluide corporel de l'animal ou de la personne, mais de l'animal infecté. Donc, ça veut dire, c'est quoi? Une morsure. Ça, c'est le meilleur contact direct qu'on ne peut pas avoir. L'animal est porteur de quelque chose, mettons, dans le pire des cas, la rage. Il vous mord. Malheureusement pour vous, la rage passe dans ce contact direct-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un contact direct. Par contact indirect, donc ça veut dire que, je ne sais pas moi, reprenons la rage, ok? Vous êtes aux prises avec un chien qui a la rage, ok? Vous ne le savez pas, là, ou quoi que ce soit, mais vous suspectez qu'il a la rage, ou peu importe. Et puis là, il mord un bâton, ok? Puis là, il met toute sa salive sur ce bâton-là. Et puis vous, après ça, vous prenez ce même bâton-là sans gants. Et puis vous manipulez ça. Et là, après ça, vous vous touchez les... Parce que là, vous avez fait beaucoup d'efforts, là vous essuyez. Ben, malheureusement, hein, il y a eu un contact indirect. Donc, le fluide de l'animal a réussi à se rendre jusqu'à vous sans que lui vous touche directement. Donc, c'est ça qu'on pourrait appeler un contact indirect. Ça peut être aussi une paire de ciseaux qu'on a pris pour défaire un bandage qui a touché à du sang. Après, nous, on touche à ces ciseaux-là. Puis, après, encore une fois, on se touche les yeux, on se touche la bouche, on se touche le nez, ça nous pique ou peu importe, où on a des points d'entrée. Donc, c'est ça, un contact indirect. OK? Voilà. La transmission aérienne, ça, c'est chez les humains que ça va se passer plus fréquemment. C'est quand on respire des gouttelettes qui ont été rejetées par une personne ou un animal infecté parce qu'il a éternué ou il a toussé. Okay, ça, c'est la transmission aérienne. Et la transmission vectorielle se produit lorsqu'un agent pathogène va rentrer dans le corps grâce à un vecteur. Donc, c'est un moustique qui aurait piqué un chien qui a la rage, mettons, et qui vient nous piquer tout de suite après, pourrait transporter l'agent pathogène, que ce soit le virus, la bactérie, ou bon, peu importe. Donc, les vers aussi, il y a certains vers qui sont transportés comme ça, alors au niveau des parasites. Alors ça, c'est les modes de transmission. Direct, indirect, aérienne et par vecteur. Bon, je peux revenir en mode note. Et on est rendu au niveau de la prévention. La prévention, c'est le meilleur moyen de prévenir les zoonoses. Hein? Et puis là, je sais qu'on n'a pas défini qu'est-ce que c'était une zoonose, mais on y vient. Dans le fond, c'est une maladie qui peut être transmissible de l'animal à l'humain. Donc, la rage, c'en est une, justement. C'est bien évidemment d'avoir une bonne hygiène, de se laver les mains, de se protéger avec des gants, des lunettes, des masques, d'être vigilant et d'éviter les morsures. Il existe aussi la vaccination contre que ce soit le tétanos, la rage. Il y a certaines maladies qui sont... on peut faire une certaine prévention avec la vaccination. Donc la zoonose à 28.6, comme je viens de vous le dire, c'est une maladie transmissible à l'humain, mais qui vient de l'animal. Certaines zoonoses sont aussi nommées des MADO. C'est des maladies à déclaration obligatoire. On doit donc tout de suite informer la santé publique lorsque on contracte une maladie à déclaration obligatoire. Donc, là, c'est une liste de zoonoses qui peut éventuellement, qui sont des zoonoses, donc qui peuvent éventuellement se retrouver en Amérique du Nord. C'est pas des zoonoses là, de l'Asie, c'est vraiment des zoonoses qu'on peut retrouver ici. Alors, la rage, hein, c'est vraiment de loin la plus grave des zoonoses. On va avoir une transmission par contact direct ou par morsure. Donc, la maladie qui est virale provoque une inflammation au niveau du cerveau.
Ça prend de 2 à 10 jours de l'incubation. Bon, je vous nommerai pas tous les symptômes parce qu'on n'aura pas fini, là, puis c'est un peu lourd, là, tout ça. Mais sachez que vous pouvez vous faire vacciner contre la rage. Et que malheureusement, la rage, on peut en mourir. Donc, il faut vraiment prendre ça très, très au sérieux. Par contre, c'est loin d'être répandu, ok? C'est vraiment très, très loin d'être répandu. Quelques cas sporadiques à gauche et à droite, mais honnêtement, il n'y a pas d'inquiétude. C'est pas parce que vous voyez un raton qui marche un peu bizarre que, ah mon Dieu, il doit avoir la rage. Bien plus de chances que ça soit le distemper ou que ça soit n'importe quoi, à vrai dire, que la rage. Honnêtement, la rage, en 10 ans de carrière, moi j'ai été confronté une fois avec un animal qui était peut-être porteur de rage, puis finalement c'était pas le cas, mais tu sais, c'est juste pour vous dire. Là. Puis on travaille à tous les jours avec les animaux. Donc, c'est très dangereux, il faut prendre ça très au sérieux, il faut se faire vacciner contre la rage, mais je veux dire, c'est pas la grippe, là. C'est pas si répandu que ça. Okay? Donc, ça, c'est pour ce qui est de la rage. Là, lisez les symptômes, qu'est-ce que ça fait et tout, là, parce que je ne les dirai pas avec vous, vous allez vous endormir en 2 secondes. La maladie de Lyme ou la maladie de Lyme, c'est une maladie infectieuse qui touche les humains et les animaux par morsure de la tique à pattes noires. Donc, c'est très, très, très populaire, ça. En Montérégie, on en parle énormément. Faites attention aux tiques, ils peuvent transmettre la maladie de Lyme. Donc, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Ça, c'est une maladie qui est transmissible de l'animal à l'humain. C'est pour ça que ça se retrouve dans les zoonoses. Ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Par contre, vous devez consulter vraiment vétérinaire et docteur si vous croyez que l'animal est porteur ou que vous êtes porteur. Donc, la maladie de Lyme. Encore une fois, tout ce qui est signe clinique, là, je vous laisse regarder ça. Je suis toujours en onde? Oui, je suis toujours en onde. OK. La teigne, bon, ça déjà, c'est dans la catégorie des moins graves, mettons. Une transmission par contact direct et indirect. Surtout présente chez le chat, chez les chevaux aussi, c'est assez populaire. C'est un champignon, ni plus ni moins. Bon, c'est pas, ça fait des taches grisâtres circulaires. Comment prévenir ça, avoir une bonne hygiène de base. Mais même si vous venez qu'à le pogner, ils vendent des shampoings ou des savons spécialisés là, qui vous permettraient là, de vous laver avec ça pendant une couple de jours, puis ça serait réglé. Merci, bonsoir. Leptospirose. Donc, ça, habituellement, les chiens peuvent pogner ça. Je ne sais pas s'ils en parlent, là, mais ils peuvent pogner ça dans des flaques d'eau parce qu'ils boivent dans des flaques d'eau, des choses comme ça. C'est une transmission par contact direct, donc dans l'eau stagnante, exactement, voilà, et dans l'urine. Okay? Ensuite, par morsure, par contact avec l'urine ou des tissus morts ou même l'animal lui-même. Une maladie infectieuse bactérienne, souvent nommée la maladie du rat parce que les rats, c'est un porteur asymptomatique très populaire. Alors, donc diarrhée, vomissement, fièvre, anorexie, bon, ce genre de choses qu'on peut retrouver chez l'animal. Pas mal moins pire un peu chez les humains, mais quand même fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, tout. Et il y a de la vaccination qui existe pour la prévention. La fièvre du castor, la giardia. C'est une maladie à déclaration obligatoire. C'est transmis par un peu comme une gastro, là, donc fécale, orale. C'est un protozoaire qui se retrouve dans l'eau. Puis, diarrhée avec du mucus, parfois un peu de sang, perte de poids. Même si vous mangez, il y a tout le temps une perte de poids. Pourquoi? Parce que, c'est possible que vous ayez la fièvre du castor, dit de même.
Et puis, le niveau de contagion est de faible à modéré. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver sur une base régulière. Toxoplasmose, la toxoplasmose, c'est la fameuse maladie des litières lorsqu'une femme est enceinte. Transmission par contact direct, donc soit parce que vous avez mangé de la viande qui n'était pas suffisamment cuite, ça représente 90% de la contamination. Sinon, au niveau du sol, un animal qui aurait déféqué dans votre jardin et vous allez dans le jardin, manger des légumes, pas rincés. Donc, la majorité des femmes enceintes sortiront déjà positives au test de dépistage de la toxoplasmose. Il n'y a donc pas d'inquiétude à se faire. Alors, si vous êtes déjà positive à la toxoplasmose, il n'y a pas d'inquiétude. Si vous êtes enceinte, pardon. Pour celles qui sortiront négatives, des mesures de sécurité devront être prises lorsque vous faites la litière. Okay? Donc, les signes cliniques, ça va donner un peu l'impression d'une grippe. Hein? Donc, fièvre, douleur musculaire et compagnie. Pour ce qui est du fœtus, là, c'est vraiment plus grave. Et puis, on dit que c'est moins dommageable en fin de grossesse. Donc, la toxoplasmose, ça serait pas mal plus grave pour un fœtus, une femme qui est enceinte, en début de grossesse. OK? Donc, si c'est possible, les femmes enceintes qui ne sont pas déjà positives à la toxoplasmose, de ne pas faire les litières ou de porter de l'équipement de protection. Hein? L'équipement de protection, si vous devez ou vous voulez le faire, alors à ce moment-là, toxoplasmose, ça règle le dossier. Ensuite, la cryptosporidiose. Encore une fois, c'est fécal oral. Ça peut être un problème aigu ou chronique. Donc, diarrhée, anorexie, perte de poids, déshydratation. C'est les signes cliniques. Bon, encore une fois, faible à modéré au niveau du niveau de contagion. La majorité des cas répertoriés sont dus à des veaux avec de la diarrhée. Donc, c'est quelque chose que je connaissais même pas, à vrai dire. Ça a été mis dans le cahier de cours, puis je ne savais même pas que ça existait. Si ça vous inquiète ou si vous êtes hypocondriaque, vous pouvez toujours aller jeter un œil. Mais bon, je ne crois pas que ce soit dans les plus populaires. Par contre, les vers intestinaux, là, on commence à toucher à de la matière que j'ai été en contact, ou du moins que j'ai vu des animaux être porteurs. Sachez que la majorité des vers intestinaux sont transmissibles par contact direct, donc fécal-oral, et causent majoritairement des symptômes de désordre gastro-intestinaux, diarrhée, vomissement, perte de poids, même dans certains cas extrêmes. Dans les vomissements et dans la diarrhée, il va y avoir des vers, justement. Donc, ça peut donner une petite indication qu'il y a des vers. Le meilleur moyen de prévenir, c'est naturellement les vermifuges qui peuvent être donnés aux animaux. Même chose pour nous, 2-3 petites pelules et ça va se régler. Par contre, ça peut être assez désagréable d'avoir des vers. Donc, c'est pas génial. C'est pas le genre de choses qu'on va clamer haut et fort dans un souper de famille, qu'on a des vers. Les agents pathogènes et zoonoses, si je peux vulgariser ça, ce que vous devez retenir d'abord et avant tout, c'est le fameux puzzle de contamination. L'agent pathogène, est-ce qu'on est réceptif? Est-ce qu'on peut pogner cette maladie-là ou ce problème-là? La quantité, on ne le sait pas. Le seul qu'on a du contrôle dessus, c'est les points d'entrée. Donc, on peut se protéger adéquatement, comme ça, on ne sera pas contaminé. Et naturellement, d'éviter les contacts directs avec des objets ou des surfaces contaminées ou qui pourraient être contaminées. Une zoonose, c'est une maladie qui est transmissible de l'animal à l'humain. Dans ces zoonoses-là, il y a des MADO, les maladies à déclaration obligatoire à la santé publique. La rage est de loin la plus dangereuse de toutes les choses que vous pouvez attraper dans la liste énumérée ci-dessous.
Par contre, elle n'est pas super fréquente, mais il faut faire extrêmement attention. Et on meurt de la rage, contrairement à la croyance qui dit que on n'a qu'à se faire... Non, 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 s'il y a l'apparition des symptômes, il est trop tard, vous allez décéder. Ensuite, teigne, c'est quand même assez populaire. Leptospirose, un peu moins. Toxoplasmose, ouais. Vers intestinaux, oui, vraiment. Donc, à prendre et à laisser. Par contre, vous devez partir en retenant dans votre tête que vous devez vous protéger. Essayez d'éviter les morsures. Lavez-vous les mains. Si vous faites les litières et que vous êtes enceinte dans les premiers stades de la grossesse, vous devez laisser ça à votre conjointe ou éventuellement porter de la protection adéquate. Voilà. Prochain module, c'est les intoxications. C'est le module 29. Et on va voir ça au retour de ceci.